Hello hello, je suis ravie de te retrouver pour cette deuxième partie de la dernière vidéo React. Si jamais tu n'as pas vu encore la partie 1, je t'invite à commencer par là parce que je t'explique qui je suis, pourquoi je réagis à cette vidéo, je te donne en même temps tous mes petits avertissements avant de continuer le visionnage. Parce que ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on perde pas de temps avec l'intro et qu'on commence direct. Parce qu'il y a des choses à dire. Alors, comme d'hab, je prends ma petite boisson et on y va. J'ai quand même observé aussi un phénomène de plus en plus commun qui est la dysmorphophobie. Et j'ai l'impression que les femmes qui sont dans un processus de perte de poids le vivent particulièrement. Et donc en fait, comme on perd pas du poids du jour au lendemain, on ne se voit pas vraiment perdre de poids. Et le risque, c'est du coup de ne jamais être satisfaite. Ouais. Tu vois, c'est d'être dans un toujours plus. Qu'est-ce que tu conseillerais peut-être aux femmes qui sont entrées dans ce piège-là, qui ont commencé à perdre du poids, ça marche, du coup ça les galvanise, ça leur donne envie de continuer à perdre, mais au final, après, ça peut devenir dangereux. Comment est-ce qu'elles peuvent se rendre compte que finalement, là, c'est un bon poids et qu'elles n'ont pas besoin de faire plus d'efforts? Je pense que quand on tombe dans ce piège-là, il faut faire un suivi avec quelqu'un, donc un psychologue, être encadré. Peut-être une question que je me poserais, c'est voir est-ce que, si par exemple, si ta fertilité est mise en jeu, tu vois, parce que parfois tu perds un peu de poids et c'est pas grave, mais si ta fertilité est mise en jeu, si tu commences à avoir des troubles du sommeil, parce que ça peut favoriser des troubles du sommeil, avoir de la tachycardie, des choses comme ça, on sait qu'en fait, une personne qui souffre d'anorexie, c'est pas suffisant. Il y a sans doute aussi des amis qui souffrent d'anorexie sévère, j'en ai. C'est des filles qui, leur médecin leur dit votre cœur est en train de se ronger parce qu'en fait les filles très maigres ont autant de risques de mourir d'une crise cardiaque que les personnes qui souffrent d'obésité très sévère. Bon, à partir du moment où il va y avoir de la fatigue, de l'absence de règles ou que tu vas avoir des règles assez irrégulières, pour moi c'est synonyme de danger. Ok, donc je pense que c'est un bon repère. Après, forcément, c'est les repères les plus importants, hein, mais moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir vraiment un suivi psy, ça va être ultra important. D'autant plus quand on sait que le corps va nous ramener systématiquement après vers le poids d'équilibre et que plus on est en restriction alimentaire, plus on prend le risque finalement de faire monter ce fameux poids d'équilibre. Donc si jamais le rapport au corps, au poids, ça reste ou ça devient une obsession malgré toutes ces infos là que je viens de te donner, la seule solution que moi je vois, c'est le suivi psy pour sortir justement de ce combat et de ce mal-être permanent. Et pourtant, on parle beaucoup plus de l'obésité dans le débat public. Oui. Je tiens quand même à le rappeler. Oui. Parce que le taux d'obésité quand même augmente là de manière inquiétante. Et de plus en plus, à partir de demain, tu penseras à moi dans la rue, tu verras des enfants très 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 jeunes qui souffrent d'obésité déjà grave et dont les parents leur donnent des chips dans le train et en l'espace d'un trajet en train, ils consomment les calories qu'ils doivent consommer pendant 2 jours. Tu vois, donc. Ok, alors là on rentre dans un discours qui peut facilement m'irriter, hein, donc... Comme quoi la diète culture a quand même bien fait son taf, hein. Pourtant, je comprends pas parce que dans la première partie, elle avait l'air de plutôt bien comprendre finalement le fait que c'est pas une histoire de volonté. Et du coup là je suis un peu sceptique par rapport à ce qui est dit là dans cette deuxième partie, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une incohérence. Alors perso, moi je vais avoir un autre regard, c'est-à-dire que quand tu sais que les restrictions alimentaires, c'est une des premières causes de prise de poids, que 90% des personnes obèses ont fait des régimes et qu'on voit que malgré l'acharnement de la société à prôner la minceur, la perte de poids à tout prix, et l'obésité qui augmente en parallèle, genre il y a personne là-haut qui arrive à faire le lien, je sais pas, ça me semble plutôt cohérent moi, mais... Donc un enfant qui va souffrir d'obésité, c'est soit qu'il vit des bouleversements émotionnels, soit que lui aussi est dans le cercle vicieux des restrictions alimentaires. Alors finalement, lui interdire des chips, c'est pas la solution. Ce qu'il faut par contre, c'est lui permettre de travailler sur ses émotions avec l'aide d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre, je crois qu'on appelle ça comme ça, et surtout rien lui interdire au niveau alimentation. C'est le meilleur moyen de l'embarquer dans un deuxième facteur responsable de la prise de poids. Du coup, celui qui est généralement le plus important et le plus dominant dans les différents facteurs de prise de poids, les restrictions alimentaires, tu auras compris. C'est normal qu'on en parle un peu aussi. C'est la 8e cause de mortalité au monde maintenant. Donc, tu vois, la malnutrition tue beaucoup moins que la surnutrition. Encore faut-il comprendre
pourquoi est-ce qu'il y a surnutrition au lieu de s'imaginer que c'est un problème de volonté ou de gourmandise. Ok, c'est le meilleur moyen, ça, de culpabiliser les gens, je m'arrache les cheveux au passage, et de leur faire peur et d'aggraver la situation en causant encore plus finalement de désordre au niveau du comportement alimentaire. Qu'est-ce que tu conseillerais désormais à cette personne qui a perdu du poids de manière saine, en changeant son apport nutritionnel et en faisant du renforcement musculaire, si elle se dit, ok, voilà, je me sens mieux dans ma peau, je sens que j'ai pas forcément besoin de perdre plus de poids, mais qui a peur de reprendre le poids qu'elle a perdu parce que on parle beaucoup de l'effet yo-yo, et parce que finalement, je pense que comme il y a quand même eu une phase de contrôle de l'alimentation pour perdre ce poids, c'est difficile ensuite de savoir comment reprendre entre guillemets une vie normale et comment faire maintenant qu'on n'a plus des consignes à suivre. Il y a une stratégie que je trouve intéressante en plus de celles que j'ai citées, donc qui sont bien en apport de protéines, manger beaucoup de fibres qui vont remplir l'estomac. Ouh, ok. Alors décidément, je vais avoir beaucoup de choses à dire dans cette partie. Je le sens. Les légumes, ça remplit l'estomac. Oui, on est d'accord. Mais le rassasiement, ça n'a rien à voir avec l'estomac. Bon, tu sais quoi, je vais te mettre en description le lien de l'épisode de podcast que j'ai déjà fait il n'y a pas si longtemps que ça justement sur le rassasiement. Tout ça pour dire que ça n'a aucun intérêt si tu fais ça finalement juste pour perdre du poids. C'est même plutôt malsain. Moi, ce que je dirais à la personne, c'est que si jamais elle atterrit en dessous de son poids d'équilibre, le seul moyen de maintenir son poids en dessous, ça va être de se battre toute sa vie en continuant les restrictions alimentaires jusqu'au jour où le corps va profiter d'un moment de faiblesse, et il y en aura, pour reprendre ses droits. Autre chose, c'est que en ayant mis des restrictions en place pour perdre ce fameux poids, elle a pu, et c'est quasiment certain, dérégler le comportement alimentaire, c'est-à-dire le cadre naturel de son corps. Autrement dit, la faim, les envies, le rassasiement. Et dans ce cas, ça signifie du coup qu'en lâchant les règles de diététique, elle pourra plus se référer à son corps pour savoir quand manger, quoi manger et en quelle quantité manger. Du coup, elle va faire face à des prises alimentaires qui vont être difficilement gérables, ce qui va avoir de grandes chances de lui faire reprendre du poids de manière encore plus forte, plus intense. Et vu que ça va lui faire très peur et qu'elle ne sait pas du tout comment faire autrement, elle va tout simplement reprendre les régimes, remettre en place les restrictions alimentaires et rester finalement enfermée dans ce fameux cercle vicieux. Donc le mieux, c'est que si jamais on n'a plus envie de se battre toute notre vie contre notre poids, ni que celui-ci monte finalement à l'infini non plus, c'est donc tout simplement de retrouver un rapport sain à la nourriture et de réguler le comportement alimentaire avec l'aide de professionnels de santé spécialisés sur le sujet. D'ailleurs, si jamais tu veux savoir si tu as, toi, un rapport sain à la nourriture, je te mets le lien de mon quiz gratuit en description. Et travailler son muscle, parce que vraiment, si tu travailles ton muscle, ce sera vraiment beaucoup plus facile de maintenir ton poids. Bon, pour le sport, c'est bien d'en faire pour maintenir ta masse musculaire, ok? C'est bien pour réguler tes émotions, mais attention, faire du sport dans l'optique de perdre du poids, ça te conduit généralement à avoir un rapport malsain au sport, et c'est pas non plus le but recherché. Et quand j'étais au labo, parfois je me mettais un mois comme ça où j'allais tout le temps me renforcer mes muscles et je voyais que j'augmentais de X, ça se comptait en quelques centaines de calories, tu vois, par jour. C'est beaucoup. Donc, c'est ton petit plaisir de la journée en plus. Alors, avoir besoin de plus d'énergie et donc pouvoir manger plus de petits plaisirs, en vrai, quand on a un comportement alimentaire normal, on s'en fout. Tout simplement parce que on mange à chaque repas des choses qui nous font envie et plaisir, sans que ça dégénère et sans que ça soit au-delà des besoins du corps. Parce que je te vois venir. Mais ça arrive à chaque repas. Donc en vrai, on s'en fout d'avoir la possibilité de manger plus en calories pour avoir plus de plaisir. Parce qu'on arrive à se rassasier avec ce qu'on mange déjà. Donc ça n'a plus aucun intérêt. Par contre, quand on a un comportement alimentaire plus compliqué et qu'on écoute plus des règles de diététique plutôt que notre propre corps et notre propre rassasiement, là oui, je comprends. Là, je peux comprendre, j'avoue. Mais est-ce que l'objectif, c'est finalement de t'autoriser
à manger plus en dépensant plus? Ou est-ce que le mieux, ce serait pas tout simplement d'apprendre à retrouver le cadre naturel de ton corps pour que, peu importe la situation, finalement, tu sois satisfaite? C'est un choix. Une stratégie que je trouve intéressante et qui n'est pas trop contraignante, et ça, il y a pas mal d'études qui montrent que ça marche bien, c'est le jeûne intermittent plutôt que de compter les calories ou regarder ce que tu fais. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'essayer de ne pas manger dans une fenêtre d'alimentation de plus de 12 heures par jour. Ok, alors là, je suis pas non plus tout à fait d'accord. J'ai beaucoup de patients qui vont faire le jeûne intermittent avant de venir me voir. Et même si, oui, ça reste quand même une bonne transition parce que ça leur permet finalement de plus facilement renouer avec la faim et donc de comprendre un petit peu tout l'intérêt de travailler sur le comportement alimentaire. Mine de rien, ça va quand même rester le même principe que les restrictions alimentaires. Bah oui, comment tu fais si jamais t'as faim ou t'as envie de manger dans la fenêtre où justement tu ne dois pas manger vis-à-vis du jeûne? Bah soit tu manges pas, donc tu te mets en restriction alimentaire, soit tu vas quand même manger en culpabilisant. Et donc tu as, quoi qu'il arrive, toujours un rapport malsain à la nourriture. Selon moi toujours, c'est beaucoup plus cohérent de plutôt chercher finalement à écouter ton corps parce que chaque personne va avoir des besoins différents à différents moments de la journée. J'éviterais de recommander de compter les calories parce que ça peut mener à des comportements assez obsessionnels. D'un autre côté, je sais que entrer dans des déficits caloriques qui sont trop importants, dont les gens ne se rendent parfois pas compte parce que juste, peut-être qu'ils ont enlevé de leur alimentation quelque chose qui était très calorique, qu'ils mangeaient tous les matins ou à chaque goûter, peut vraiment abîmer leur métabolisme. Et comme on le disait, ensuite, finalement, réduire le nombre de calories brûlées au repos. Donc, comment se rendre compte de l'ampleur de son déficit calorique et qu'est-ce que tu penses être un déficit calorique sain? Parce qu'en plus, on entend tellement aujourd'hui de différents régimes et types de méthodes que ça devient compliqué de savoir ce qui est de l'ordre du sain et ce qui est de l'ordre de la tendance. Dans mon cas, les personnes souffrant d'anorexie ou ayant des comportements proches de l'anorexie avec des restrictions alimentaires assez importantes au départ lorsqu'elles viennent me voir, elles vont avoir tendance à calculer leurs calories en se mettant un quota. C'est le seul cas de figure où je pense que c'est un bon compromis finalement pour faire une transition vers l'écoute de son corps et rester quand même dans une certaine zone de confort en parallèle du travail qu'on fait ensemble. On va progressivement après ensemble monter ce quota jusqu'à finalement qu'elle arrive à s'en détacher pour revenir finalement à ce que le corps a réellement besoin. Sinon, selon moi, un déficit calorique est sain lorsqu'il n'y a pas de restriction alimentaire et que ça se fait naturellement en respectant ton rassasiement. Basta. Alors, pour une femme comme toi et moi, de notre gabarit, la norme, c'est d'avoir besoin de 2100 calories par jour à peu près. C'est vraiment des chiffres larges. Ouais, mais je suis contente que tu le dises parce que je pense que c'est bien plus que ce que beaucoup de gens pensent. Oui, et tu es quand même docteur, ok? T'as un doctorat sur le sujet. Donc, tu rétablis la vérité. Encore une fois, ça va dépendre des personnes. Il y en a certaines qui auront besoin de plus, d'autres moins. Une personne lambda n'a pas à compter ses calories. Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt à savoir ça. Une personne qui, par contre, se met déjà un quota à ne pas dépasser et qui souffre d'anorexie et qui préfère finalement mettre un quota pour se rassurer, ça reste, quand même, comme je te disais tout à l'heure, une bonne première référence pour sortir finalement progressivement des restrictions en parallèle d'un suivi pour améliorer le rapport à la nourriture et son comportement alimentaire. Déficit calorique raisonnable, ça pourrait être, si moi j'ai besoin de 2100, je pourrais descendre à, je sais pas, 1900, 1800 calories par jour. Une restriction calorique à 1200 calories par jour, ça c'est dangereux. Perdre trop de poids trop vite fait que ton cerveau, il va crever la dalle, il va être frustré, tu favorises des troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, c'est une des choses qui favorise le plus l'addiction à l'alimentation, dont de plus en plus de chercheurs parlent. Personne n'en parle évidemment. Imagine, quelqu'un écoute ce podcast et doit perdre 5 kilos. Je préfère qu'il commence à se dire « je mange plus après 9 heures, toutes les crasses que je mange devant la télévision ». Bon,
il va falloir arrêter avec ce terme de crasse, ok? Parce que c'est culpabilisant au possible, d'accord? C'est de la nourriture grasse ou éventuellement sucrée, mais c'est de la nourriture. Et si on mange ça à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Et oui, je sais que tu n'y crois pas, mais il y a une raison. Ok, donc au lieu de chercher à se restreindre sur ce qu'on mange, vaut mieux chercher à comprendre pourquoi est-ce que à ce moment-là, on a besoin de manger ce genre d'aliments pour travailler si nécessaire là-dessus et pas sur le fait d'enlever les aliments. J'en profite pour te dire que tout ce qui est termes genre conneries, saloperies, crasse, merde, etc., c'est un très bon repère hein, pour moi en consultation, en accompagnement, pour voir rapidement si la personne a un rapport malsain à la nourriture. Ça peut te donner une idée si jamais tu emploies aussi ces termes-là. Et je vais me dire que je vais faire du renfort musculaire 2 fois par semaine. On évite de trop se mettre la pression et commencer à enlever des groupes alimentaires, ça il faut jamais faire. Ouais. Pour le coup, là, je suis d'accord avec elle sur le fait de ne pas enlever de groupe d'aliments. Puis si ça suffit pas, alors on peut essayer d'enlever tous les aliments qui sont ultra transformés. C'est des aliments qui contiennent plein d'ingrédients. Pour faire très simple, c'est des aliments qui contiennent plein d'ingrédients que tu trouveras jamais dans ta cuisine, genre du sirop de glucose fructose ou des trucs comme ça. Des packaging en métal ou en plastique hyper attrayants, avec des bonbons, des cadeaux pour les enfants, des choses comme ça. Ça, c'est déjà toute une catégorie d'aliments que tu peux enlever. Non, 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 non. Parce que souvent, c'est des aliments qui vont répondre à des envies de manger. Donc, si on enlève ces aliments, on se met en restriction alimentaire. Donc, on va avoir un rapport malsain à la nourriture et donc, ça risque de nous embarquer dans des troubles du comportement alimentaire. Sévères ou moins sévères, peu importe. Donc, si tu as un choix à faire pour éviter de prendre du poids, c'est de réguler ton comportement alimentaire, encore une fois, mais c'est toujours la même chose, hein, mais surtout pas de retirer des aliments, même des aliments ultra transformés. Le but, c'est d'apprendre à vivre avec pour apprendre tout simplement à avoir un comportement alimentaire normal avec ces aliments. Après, pour l'histoire de la santé, mon discours, il est un peu plus nuancé forcément, mais là, c'est pas vraiment le sujet qu'on cherche à traiter. Là, c'est l'histoire de la perte de poids ou prise de poids. Mais dans mon approche, je dirais plutôt essayer de manger plus certains aliments. Que moins d'autres. Voilà. Donc, par exemple, chaque assiette est pleine à moitié de légumes. Chaque jour, légumes à feuilles vertes, Wow. idéalement. Je suis mal barrée. T'en manges pas? À part des pousses d'épinards, que j'aime bien. Légumes à feuilles vertes. Voilà, très mais bien, bravo. c'est vraiment le seul légume à feuilles vertes que j'aime. Légumes à feuilles vertes ou crucifères. Bah, je digère pas parce que j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Ok, bon. Ouais. Tu C'est vois, pas grave, je cherche pas à perdre de poids. Après, C'est donc c'est pour les gens qui écoutent. Alors, voici exactement pourquoi est-ce que je trouve ce genre de conseil incohérent. Personnellement, j'ai perdu 10 kilos en mangeant que des aliments hyper caloriques, ultra transformés. Je dis pas que c'est un super exemple au niveau santé, mais c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à travailler sur mon rapport à la nourriture. Et ça m'a pas empêché de perdre 10 kilos. Donc c'est pas du tout cohérent avec la perte de poids, selon moi. Et je le vois aussi avec mes patients, c'est la même chose. Hein. Louise, elle ne mange pas ses aliments, d'après ce qu'elle dit là. Est-ce que tu la trouves grosse? Alors, je t'arrête. La première qui dit oui, elle est bannie de la chaîne. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Moi non plus, je peux pas manger ce genre d'aliments pour des raisons de santé, comme quoi. Pourtant, je suis pas en obésité. Donc non, on s'en fout des légumes à feuilles vertes. D'un point de vue perte de poids, j'entends, d'accord, va pas me dire ce que j'ai pas dit. Pour la perte de poids, on s'en fout. Tu aimes ça, tu en manges, mais ne t'oblige pas à manger n'importe quel groupe d'aliments si t'en as pas envie à ce moment-là. Au même titre hein, que je te dirais de pas te forcer à manger un Kinder Country si t'en as pas envie. Oui, si t'as un rapport sain à la nourriture et un comportement alimentaire régulé, ça va t'arriver de dire non à des aliments caloriques qui ne te feront pas envie à ce moment-là. Je te promets. des légumes de toutes les couleurs, cuisiner de toutes les manières que tu aimes, et des légumes fermentés, c'est une bonne idée. Avoir chaque jour, pour les femmes, par exemple, un petit creux de main d'oléagineux. Essayer d'avoir dans chaque repas des graines, les épices, c'est bon pour la santé. Essayer d'augmenter la quantité d'aliments du règne végétal, les légumineuses, les céréales aussi, mais évidemment pas trop non plus. Et essayer de te dire, mon nouvel objectif, et c'est un objectif que tout le monde devrait avoir, c'est de manger 30 plantes différentes par semaine.
Alors, je sais pas toi, mais moi, ça me met des palpitations et ça m'angoisse de ouf, hein. Alors, respire, OK? Pars du principe que pour la perte de poids, en vrai, encore une fois, on s'en fout. Vraiment, ça ne va avoir aucun réel impact, hein. Par contre, d'un point de vue santé, ce que tu peux faire, c'est juste chercher à diversifier au mieux et c'est tout. OK? Laisse-toi porter aussi par, tes envies, ça va t'orienter sur le type de légumes à privilégier pour ton corps à l'instant T en fonction de ses besoins aussi. En fait, c'est quelque chose que pas mal de scientifiques qui s'intéressent au microbiome intestinal promeuvent. Hmm. C'est qu'en fait, ton microbiome intestinal, donc c'est l'ensemble des organismes qui vivent de la bouche jusqu'au rectum, un des paramètres qui permet de dire s'il est en bonne santé, une caractéristique majeure, c'est sa diversité ou sa richesse. C'est le nombre de différents petits individus qu'il y a dans ton ventre. Si tu as 1000 Camille, 1000 Pauline, c'est cool, mais il vaudrait mieux avoir des Louise, des Émilie, des Noah, enfin un peu de tout le monde, quoi, tu vois. Donc la diversité, c'est important, et les études montrent qu'en fait, c'est pas tellement le fait d'être végétarien strict, tel type de régime farfelu ou autre. Non, en fait, c'est le nombre d'aliments différents, la diversité alimentaire qui nourrit le plus le microbiome intestinal. Merci. Là, enfin, le discours, il est quand même beaucoup plus bienveillant, je trouve, et moins trigger selon moi. Mais on est bien d'accord que là, on parle santé et pas forcément perte de poids, hein. L'alimentation, principalement végétale, type régime méditerranéen traditionnel. Avant de manger, essayez de se mettre dans un état où on est relax et en pleine conscience, parce que ton intestin n'est pas capable de bien digérer quand tu es dans un état de stress. Donc disons, tu vas inspirer 4 secondes et puis expirer 8 secondes. Tu fais ça 3 fois. Et puis tu regardes un peu ton assiette, tu essaies d'activer tes sens et tu te mets à manger. Oui, en effet, en fait, ça va t'aider à mieux percevoir ton rassasiement en restant un minimum en conscience pendant tes prises alimentaires. Et respirer, ça va aussi aider à mieux réguler tes émotions qui pourraient être responsables du retard un petit peu de ton rassasiement pendant le repas. La gestion du stress, elle affecte beaucoup la santé du microbiome intestinal, la perméabilité, et ça c'est aussi un truc très important. Les personnes qui souffrent de stress sont beaucoup plus enclines à prendre du poids que les personnes. Ah, c'est vrai. Voilà. Enfin, la gestion du stress est très importante, et le sommeil aussi. Tu vois, le qui dort dîne, c'est un peu bidon comme phrase, mais en vrai c'est vrai, parce que quand tu dors bien, le lendemain, tu as beaucoup moins de compulsions alimentaires pour des aliments très gras et très sucrés. Totalement d'accord. On parle notamment d'envie de manger émotionnelle et de compensation émotionnelle. Là encore une fois, si tu veux un petit peu comprendre de quoi il s'agit derrière ces termes, je te renvoie sur un épisode de podcast que j'ai déjà fait. Je te mets le lien, comme tout à l'heure, en description, où je vais vraiment t'expliquer la différence entre ces fameuses envies de manger émotionnelles et les compensations émotionnelles. Dernière question un peu sur le sujet du poids. Mhm. Tu l'as dit brièvement, il ne faut pas éliminer une catégorie d'aliments de son alimentation. Pourtant, j'entends encore trop de gens qui me disent ah non, je peux pas prendre de glucides le soir, ou ah non, là il y a trop de glucides. Et à chaque fois, j'ai envie de leur dire genre, mais les glucides ne sont pas responsables en eux-mêmes Oui. de la prise de poids. Comment ça se fait qu'on est à ce point-là accolé aux glucides cette image? Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui aujourd'hui suivent peut-être des régimes qui éliminent certaines catégories d'aliments? Ou des régimes qui te donnent 2 conseils pour être beau, mince, énergique. Si c'était si facile, tout le monde le saurait. Ouais. Alors, les gens cherchent de la magie. Les gens cherchent des choses faciles. Et je sais que je déplais quand je vais parler du régime méditerranéen. Et que mes conseils semblent un peu trop faciles quand même. On aimerait bien que je te dise prends de la glutamine, de Élimine la les poudre glucides. de je sais pas quoi, et tu seras mince. Si c'était si facile, tout le monde le saurait. Hein. Donc, moi, je n'ai pas de solution magique. Et les gens qui donnent des solutions magiques, ou qui vous donnent l'impression qu'ils vraiment ils vont vous sauver, attention, charlatan. Toute personne qui a un niveau d'études poussé est toujours nuancée. Donc, voilà, attention. Et puis, je pense que c'est très facile et très alléchant de dire, voilà, la faute, c'est le gras, la faute, c'est les glucides. D'ailleurs, dans les années 70 ou 80 ou 60, je sais plus, ils faisaient la guerre au gras, donc les gens mangeaient beaucoup moins de gras, et en fait, c'est pas bon pour la santé. J'ai l'impression que je vais être relou, mais je vais quand même leur dire parce que franchement pour moi c'est trop important.
Il n'y a aucun aliment responsable de la prise de poids. Donc oui, là je suis d'accord avec elle, mais dans ce cas-là, on n'enlève pas les crasses non plus. Ok? On n'enlève pas les aliments transformés, ultra transformés non plus. La deuxième chose, c'est que le glucose est le carburant principal, majeur et préféré de toutes les cellules du corps, y compris du cerveau. Le cerveau, c'est un petit organe quand même. Il fait un tout petit pourcentage de notre masse corporelle, Total. à peu près 2%. Mais il consomme jusqu'à 25 et dans certaines situations encore plus de l'énergie qui provient de l'alimentation et principalement du glucose. Le cerveau, il est même glucodépendant, au même titre que les globules rouges. Ce qui signifie que ils utilisent que le glucose pour fonctionner. D'où l'importance des glucides. À notre âge, les régimes sans glucides, c'est con. Les restrictions alimentaires à but de perte de poids, ça l'est aussi. Et surtout, en fait, les gens essaient tellement de simplifier qu'on va te dire régime sans glucides, mais est-ce que tu as compris personne qui dit ça, ce que c'est que des glucides. T'en as dans des pois chiches, t'en as dans du quinoa, t'en as dans énormément d'aliments. Un aliment, c'est source de plein de micronutriments et une pomme, ce n'est pas que des glucides et du poulet, ce n'est pas que des protéines. Enfin, c'est un peu aberrant, quoi. Enfin, Ouais. c'est un Ne peu pas con. tomber dans le piège de la simplification, de l'ultra-simplicité. Donc, par rapport aux glucides, essayez simplement, quand vous consommez des aliments sources de glucides, de les manger de la manière la moins transformée et raffinée possible. Par exemple, les fruits, qui sont tout de même des aliments bons pour la santé. Et aujourd'hui, tu entends des gens qui disent les fruits, c'est pour le plaisir. Enfin, c'est débile. C'est plein de fibres, plein de petites molécules qu'on retrouve. Enfin, tu vois, les fruits rouges, c'est excellent pour la santé. C'est d'ailleurs un des aliments qui est le plus associé au fait de retarder, Le vieillissement, diminuer la maladie ça d'Alzheimer. Ok, alors je sais pas si c'est moi qui ai une déformation professionnelle à chercher la petite bête, mais j'ai l'impression que les propos, ils sont pas tous cohérents avec les uns avec les autres. Donc je pense, j'essaie de trouver des excuses, mais je pense qu'elle doit, dans son discours, en tout cas c'est l'impression que j'ai là en prenant du recul, je pense qu'elle doit mélanger dans le discours le sujet de la perte de poids et la partie sur la santé. Parce que pour le poids, finalement, encore une fois, on s'en fout si le fruit il est transformé. Par contre, pour la santé, je suis plus nuancée et plutôt d'accord avec elle. Mais c'est vrai qu'à choisir, par exemple, entre un fruit transformé ou pas de fruit du tout, moi, je suis plutôt de ceux qui vont dire, choisis le fruit transformé. Après, c'est une position, un angle de vue, quoi. Si tu manges des glucides, évidemment, évitez de manger du pain blanc à chaque repas, mais favorisez du quinoa, des pois chiches, des choses comme ça. Des céréales entières et des légumineuses, le moins transformé possible, c'est bon pour la santé. Mm. Bon, du coup, j'ai ma réponse, hein. Elle mélange bien santé et poids. C'est pour ça que j'ai du mal à voir la cohérence là, entre les deux discours. Et alors maintenant sur les réseaux, et d'ailleurs j'ai envie de faire un Reels débile pour moquer ça, t'as des gens qui racontent n'importe quoi. Mangez plus de pousses d'épinards, c'est plein d'oxalate, on va devoir vous faire une greffe de rein. Oh non. Mangez plus de riz complet, c'est plein de je ne sais quoi, c'est très dangereux. Et puis en fait, chaque coin de rue, t'as des aliments ultra transformés, les gens bouffent de la merde, littéralement. Enfin, c'est pas de la vraie bouffe. Enfin, on n'est pas malade parce qu'on a mangé des épinards. Alors, je pense, excuse-moi, hein, mais je pense que j'ai suffisamment parlé de certaines choses là au cours de cette vidéo pour m'abstenir de réagir à cette phrase. Tu ne m'en voudras pas, j'espère. Non, mais c'est pas que ça a l'air chiant, mais c'est qu'en fait, malheureusement, on vit dans une société où la facilité est à portée de main et où elle est évidemment plus séduisante que la complexité. Ouais. Donc autant j'arrive à m'en détacher dans beaucoup d'aspects de ma vie et on en parle sur ce podcast, mais autant c'est vrai que pour l'alimentation, j'ai perdu c'est ce zèle que j'avais où je pouvais me chauffer à me faire des vrais bons plats et c'est vrai que la facilité malheureusement vient trop vite toquer à la porte, quoi. Ouais. Bon, là on sort de l'aspect conseil, perte de poids du coup, mais pour la santé, la seule chose à retenir c'est de diversifier. Pourquoi pas de te chauffer une fois par semaine ou même une fois par mois, c'est ok aussi, hein. Non, le but c'est pas de se mettre de pression mais c'est de progresser. Pourquoi pas tester
une nouvelle recette que tu as envie, bien entendu, de tester et qui inclut justement des aliments que tu n'as pas forcément l'habitude de consommer. Mais vraiment, je te déconseille de partir dans l'excès parce que ça va être le meilleur moyen finalement de souffrir d'orthorexie après, hein. Le but, c'est juste de réussir à trouver un juste milieu. Mais, et j'insiste sur le mais, avant ça, pour que tout se passe au mieux, ok, que tu puisses éviter justement de franchir la ligne et d'aller dans l'excès et de souffrir après d'orthorexie, il faut quand même d'abord assainir ton rapport à la nourriture, réguler ton comportement alimentaire et après, éventuellement, tu vas chercher à être plus curieuse, à diversifier un peu plus, mais à ce moment-là, tu vas aussi avoir plus de dextérité, de flexibilité pour pouvoir mettre les choses en place sans être trop rigide. Bon, et ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là, parce que c'est quand même finalement là la partie qui nous intéressait le plus au sujet des conseils perte de poids. Donc, pour faire un bilan de l'entièreté là de cette vidéo React, en comprenant la partie 1, bien entendu, je dirais quand même que j'ai pas mal entendu le discours de la diète culture dans cette vidéo et je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de réagir là-dessus. Il y a eu selon moi beaucoup d'amalgames entre perte de poids et santé, qui sont à mon sens deux notions totalement différentes. Et autant sur l'aspect santé, je trouve que le discours, il reste intéressant, à condition bien entendu, encore une fois, de ne pas être dans l'excès, de ne pas basculer dans l'excès ou d'être à la recherche du perfectionnisme. Autant l'aspect perte de poids, pour moi, là, c'est globalement incohérent, hein. Si encore une fois, bien entendu, ton objectif, c'est de sortir de l'obsession alimentaire, d'arrêter de prendre du poids sur le long terme et de retrouver un comportement alimentaire normal. Sinon, après, libre à toi de faire comme tu le sens, comme d'habitude. Là, l'objectif de ces vidéos, je te l'ai déjà dit, mais c'est vraiment de ne donner que mon point de vue. Tu en fais ce que tu veux après de mon point de vue, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu retrouveras en description le lien du quiz gratuit dont je te parlais tout à l'heure pour faire le point sur ton rapport à la nourriture. Tu retrouveras le lien de la vidéo originale si jamais tu souhaites la visionner dans son intégralité. Et puis, si t'aimerais que je réagisse à d'autres vidéos, bah mets-moi le lien en commentaire, comme ça on se fera ça prochainement. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!